Quand on prend le risque de la conscience, de faire un chemin, de grandir en conscience, quand on sait, quand on voit, il n'y a plus de retour en arrière, vers une ignorance, c'est plus possible. Parce qu'on va se sentir, se connaître, se comprendre d'une nouvelle manière à chaque instant. Et toutes les facettes de moi vont m'apparaître, vont jaillir en lumière et celles des autres aussi. Il y a une méthode que j'aime beaucoup qui est la méthode du décodage biologique qu'on peut séparer en pratique et en théorie. Et il y a dans cette théorie les 9 langages de l'inconscient biologique dont j'aimerais vous parler pendant un petit moment. C'est plutôt théorique et intellectuel, mais je trouve ça assez intéressant pour ma part. Alors je vais vous faire cette liste comme un protocole de retour à la santé. Parce que ce décodage-là, en fait, décoder mes symptômes, mes maladies, mes souffrances, ça repose sur un nouveau paradigme, un nouveau système de croyances, de pensée en moi et une autre manière d'aborder la question du symptôme, de la souffrance ou de la maladie. C'est de comprendre qu'est-ce qui a fait que je tombe malade dans mon environnement, dans mon histoire, et qu'est-ce qui fait que je peux en sortir. Et dans cette méthode, on travaille avec le soma, on travaille qu'à l'origine de toute maladie, de tout mal-être ou tout problème, se trouvent plusieurs éléments qui souvent ont été traumatisants dans la vie de la personne. Et on peut appeler ça un conflit biologique en fait. Ce conflit biologique qui découle souvent de la soudaineté ou la surprise, l'inattendue, l'absence de solution immédiate, une sensation d'isolement ou d'absence de mots, une atteinte à son intégrité vitale, que ça soit réel ou symbolique, et un grand niveau de stress. Le deuil d'une personne soudaine, un accident. Et puis, c'est en comprenant de quelle manière j'ai perçu et ressenti un événement et intégré comme traumatique que je peux défaire sa somatisation. Et en fait, c'est en faisant le tour en détail de ces 9 langages qui sont de notre inconscient biologique qu'on peut se donner un moyen en fait de nettoyer un ressenti. Et que la libération conflictuelle de ce conflit en soi, elle peut en fait être engendrée. Il y a un réajustement qui est fait du corps, qui a été vécu différemment au passé, un réajustement qui peut se faire aujourd'hui. En fait, notre inconscient biologique, il a sans cesse l'envie de se manifester, de venir pour permettre la résolution de tous les conflits biologiques qui sont conservés dans notre mémoire. Et en fait, le corps, pour arriver à ça, utilise tous les moyens possibles d'expression, y compris la maladie, la souffrance, les émotions, la réactivité. Et je vous parlerai probablement plus du décodage biologique ultérieurement. Je vais vous lire un petit texte avant de commencer. Le concept de résilience. Nous voyons que la vie, celle de notre esprit, comme celle de notre corps, est en état de transformation et de flux incessant. Un changement radical est toujours possible, à chaque instant, et cette expression n'est pas à prendre dans un sens purement poétique ou figuratif, mais littéral. À chaque instant, nous mourons et nous renaissons. À nous-mêmes et à tout ce qui vit. Sharon Salzberg. La résilience, c'est une capacité à surmonter les traumas. Je fais un retour à l'état initial d'un élément qui avait été déformé en moi, tout simplement. Et la résilience, elle est très popularisée par Boris Cyrulnik. Vous avez beaucoup de vidéos sur YouTube à ce sujet qui sont assez chouettes. Alors en fait, dans ces 9 langages, on part du principe que notre organisme humain, donc toutes les dimensions de l'être, les organes, les os, le corps, les cellules, le cerveau, le psychisme, va utiliser 9 langages différents pour s'exprimer et aussi pour percevoir diverses informations. Et chacun de ces langages va comporter des avantages, des inconvénients et des limites.
Et quand on les comprend et qu'on les utilise consciemment, on a 9 opportunités de mettre en lumière et de décoder cet inconscient biologique chez soi, qui est relié à toutes les dimensions de la vie et de la sexualité, de l'amour. On a le premier qui est le langage réel. C'est le langage qui se passe dans la réalité quotidienne et quand je l'étudie et que je l'observe, je peux déjà avoir un élément du puzzle. C'est-à-dire que quand j'apprends à regarder avec une attention particulière ma réalité de vie, comment je vais créer mon environnement, de qui je m'entoure dans mon environnement par exemple, ce qui est le moteur de mes actions quotidiennes, je peux obtenir des infos au sujet de moi-même. Et les connexions qu'on peut faire entre cette réalité et notre inconscient, ça s'appelle les synchronicités. En fait, quand on regarde les choses de plus près, on peut dire que une vie entière, c'est qu'une succession de synchronicités. Ça veut dire que je perçois dans ce langage réel concrètement avec mes 5 sens, avec le moins de filtrage mental possible, des distorsions et avec le moins d'interprétation possible. Ce langage, il peut être accessible à moi avec des questions, par exemple, quel partenaire de vie je choisis, comment il est, comment elle est, et quel métier je choisis et pourquoi. Et qu'est-ce qui se passe réellement dans cette relation entre nous? Comment ça a débuté? Comment ça a évolué? Et qu'est-ce qu'on s'est dit exactement à ce moment-là avec telle personne? Qu'est-ce que moi je lui ai dit précisément? L'analyse de la situation, du métier ou de la passion, de l'activité, permet de voir la nature du conflit que je désire régler et à tel point que parfois on peut en faire un objectif de vie. Par exemple, par un métier ou une passion, on peut tenter quotidiennement de résoudre un de nos conflits fondamentaux. Donc sans tomber dans la stéréotypie, dans les stéréotypes, c'est par exemple un ou une thérapeute qui va faire ça pour compenser le manque d'écoute ou parce que la personne a appris seulement à donner, à être aimée quand elle donnait et pas quand elle le recevait. D'accord ? Souvent on tombe dans un métier, dans une mission de vie, là où on a quelque chose à régler avec soi-même. Par exemple, moi je suis un peu tombée dans la marmite comme Obélix dans la thérapie relationnelle Imago, alors que la vulnérabilité est rester en lien de manière calme, en se regardant dans les yeux sans réfléchir en même temps, juste en étant dans l'instant présent, c'était quelque chose qui était même pas difficile, qui était quasiment impossible à faire pour moi. Et ça faisait partie de mon chemin. J'étais très douée pour le faire aux autres, mais moi ça m'a pris des années pour y arriver et pour lâcher prise. Donc en général, c'est pour ordre d'idée. Voilà, on choisit des missions, des métiers où quotidiennement on va essayer de résoudre un conflit fondamental en soi. Ensuite, on a le langage qui est biologique. Il est assez proche du langage réel, mais lui, il concerne une autre réalité qui est celle de la biologie. Donc ça, c'est les examens médicaux, les diagnostics, les analyses chimiques, biologiques, tout ça, qui sont l'expression en fait de la réalité biologique de mon être. Et puis, il est assez vague, parce que finalement, est-ce que j'ai de l'eczéma sur la peau, des champignons, vous voyez l'idée, c'est ça, j'ai besoin de préciser ce langage. Ça suffit pas de dire, par exemple, dans la sexualité, j'ai un manque de désir. Ça veut rien dire. C'est important de faire l'entonnoir et de dire, ok, qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, pour le langage biologique, quand j'ai des symptômes biologiques ou des analyses qui ressortent, je peux me poser les questions de précision. Où, quand, à quel moment, comment ça a débuté, quand ça a débuté, qu'est-ce qui se passait quand ça a commencé, comment ça a évolué. Là, ce langage-là, il demande la précision. Et
l'avantage de ces deux premiers langages, c'est que si je vais décrire ce qui est extérieur à moi, j'évite d'être trop submergée. Donc, face à la souffrance ou à un problème, je vais inspecter la réalité. Et c'est ça qui va me permettre de faire émerger des solutions qui sont adéquates. Ok, donc là, l'avantage, c'est de faire l'étude, de décortiquer les faits précis. Et puis, je vais objectiver ce qui va ou va pas changer dans ma vie relationnelle, sexuelle, dans ma vie de tous les jours. Mais l'inconvénient, par contre, c'est que ils peuvent me piéger dans une apparence des faits sur lesquels je peux pas agir. Ok ? C'est-à-dire que je vais me dire, par exemple, c'est l'autre qui éveille plus mon désir et je peux m'arrêter là. Mais du coup, je vais pas chercher dans mon fort intérieur qu'est-ce qui fait que moi je vais pas chercher le désir, que je vais pas me remettre en question, que je vais faire différemment. Donc, ça peut aussi, ces deux langages, m'empêcher d'accéder à mon ressenti si je cible pas correctement mes questions et que j'ose pas les affronter, ces questions réelles. Par exemple, la précision ou d'affronter dans mon exemple de tout à l'heure, c'est que là, je peux préciser, je peux dire, ok, si je choisis un partenaire qui n'a pas de désir pour moi, en quoi ça me concerne-t-il ? Qu'est-ce que je fais peut-être pour tuer le désir, pour repousser l'autre, ou pour ne pas l'entretenir, ou est-ce qu'en fait c'est important dans ma vie d'avoir une personne pour qui le partage de la sexualité et du désir est important aussi ? Voilà, quelle place ça prend dans ma vie, quel sens ça prend dans ma vie. Pour vous entraîner ces deux premiers langages, vous pouvez différencier le fait, la situation et l'interprétation que j'en fais. Je vérifie mes infos, peut-être que c'est que des rumeurs, des on-dit. Donc je vais vérifier dans la réalité. Et dans n'importe quelle situation, je peux m'entraîner en me disant que je ne vais pas penser qu'une personne détient forcément toutes les vérités parce qu'elle a tel âge, parce qu'elle est plus mûre, plus âgée, plus expérimentée, parce qu'elle a tel statut, tel diplôme. Soyez prêts à faire comme Socrate, à dire « je sais que je ne sais rien ». C'est-à-dire, soyez prêts et prêtes à remettre les choses en question aussi longtemps que nécessaire et de ne pas garder des vérités préconçues qui sont figées. Expérimentez les choses par vous-même, pas à travers le filtre des autres. Et ne vous laissez pas piéger par des mots ultra compliqués ou des terminologies ultra compliquées. Et si vous ne comprenez pas des choses, vérifiez le sens. Des fois, avec des personnes, on veut dire la même chose avec le cœur, mais on a des manières de l'exprimer qui sont totalement différentes et on ne se comprend pas. Alors vérifiez. Vérifiez par plusieurs biais, si vous avez bien compris, si vous avez le même prisme et si c'est une expérimentation que vous avez faite par vous-même ou pas. Le troisième, c'est le langage symbolique. Et Georges Romy, dans un dictionnaire de la symbolique, il a dit « Le monde est un gigantesque livre d'images, images rassurantes, tant que nous gardons la conviction qu'elles témoignent de ce que nous nommons la réalité. Images troublantes quand nous devinons qu'elles n'expriment peut-être qu'une apparence. Images prodigieuses lorsque l'esprit leur rend la transparence et qu'elles nous entraînent stupéfaits sur l'autre rive de la réalité. » J'adore. Donc le troisième, c'est le langage symbolique qui est relié à l'inconscient collectif et culturel. Et les éléments qui le constituent, c'est un peu similaire pour un grand nombre de personnes. Un langage irrationnel, il va appartenir qu'à une seule personne, à elle-même, à l'intérieur. Et le langage symbolique, il va parler à plusieurs personnes ou à un collectif ou à un groupe. Par exemple, certaines valeurs qui peuvent être reconnues par un groupe ou par un collectif, elles ont une portée précise, mais symbolique, qui va relever d'une mémoire qui est culturelle, qui est historique, qui est géographique, qui est sociale ou familiale ou contextuelle. Par exemple, la croyance que les chats noirs y portent malheur, par exemple. Donc ces symboles ou cette imagerie, elle va relier l'invisible et le visible dans la culture, en fait, dans une culture collective. Et l'image, cette symbolique, elle précède parfois le langage, et le langage précède l'écriture.
Et par exemple, un bébé, le cerveau, les yeux, les sens d'un bébé a été confronté en fait de milliers de visions avant même que cet enfant ait pu mettre des mots ou des phrases dessus. Il y a des milliards de scènes dans nos vies en permanence qui viennent de notre constellation familiale, de nos ancêtres, sans qu'on y mette des mots, en fait, qui sont là dans l'inconscient, qui sont accrochés en nous, dans l'énergie, en permanence. Par contre, il y a des techniques thérapeutiques et autres qui montrent aujourd'hui, chaque jour, qu'on peut avoir accès à ça et on peut couper, en fait, des choses qu'on n'a plus envie de porter pour les ancêtres ou pour la constellation familiale, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et même, on sait aujourd'hui, dans les études du trauma, que certaines choses qui sont engrammées dans notre génétique se transmettent. Et en fait, on peut porter des choses, des traumas qui ne nous appartiennent pas. Et qui sont là dans nos réseaux neuronaux, en fait. L'étude des cultures, des coutumes, des différentes civilisations, ça a permis, en fait, de traduire beaucoup de symboles. Mais c'est mon expérience personnelle dans cette vie qui compte, n'est-il pas ? Les symboles, ils sont importants dans nos vies, ils sont tout le temps présents. Moi, je l'utilise par exemple dans la sexualité, à demander aux femmes et aux hommes d'ailleurs aussi, aux femmes, quelle image représente votre vulve, votre vagin. Et en fonction de leurs réponses, ça traduit beaucoup de choses de leur vie intime et sexuelle. Et on peut classer les symboles en plusieurs familles, catégories. Les couleurs, les minéraux, les animaux. Ça, on utilise beaucoup en sophrologie caïcédienne. Des personnages, des parties, des formes, des astres, des nombres, la géométrie sacrée, des éléments de la nature, un mouvement. Voilà. Si on prend le mot rose, vous pouvez voir avec quoi vous l'associez dans votre tête. Et chaque personne va l'associer soit à un souvenir, soit à une symbolique. Peut-être, est-ce que ça signifie pour moi l'amour ou le mariage ou la jeunesse ou ma grand-mère qui jardinait dans le jardin ? Et la symbolique, elle est présente dans mon inconscient en permanence, à travers mes rêves aussi, qui sont un grand bol d'informations en provenance de l'inconscient et qui nous invitent en fait à observer notre activité biologique et psychobiologique intérieure. Est-ce que le rêve que j'ai rêvé cette nuit était agréable, désagréable ? Chaque élément du rêve va délivrer un message sur soi. Si je rêve de quelque chose de trash, de morbide, c'est quoi ce sang, c'est quoi ce... Vous voyez l'idée. Voilà, on a tout ce répertoire en nous riche de symboles et de significations archétypales, si on peut dire. Et vous pouvez analyser vos rêves en explorant vos ressentis à vous, à la lumière de votre vécu subjectif. Par contre, pour utiliser le langage biologique et le décoder, c'est peut-être nécessaire aussi d'avoir les connaissances ou un minimum de connaissances sur l'histoire des religions ou l'ésotérisme. Par exemple, l'ésotérisme chrétien, arabe, juif, indien, amérindien, de diverses populations et d'investiguer la symbolique à laquelle on est culturellement relié. Ça permet de faire émerger des symboles riches de sens. Et ça nous ouvre à des horizons pertinents qui sont parfois reliés à une étape spécifique de notre vie et de notre développement ou de notre besoin d'aller se développer dans un endroit ou un autre. Et ça, c'est beaucoup les travaux de Carl Jung qui en parlent. Je pense, pendant que je suis en train de vous dire ça, ma sœur, quand elle était petite, dessinait certains symboles. Et en fait, j'ai découvert plus tard, elle dessinait toujours ses dessins. Et je vais pas nommer d'où et lesquels. Mais j'ai découvert plus tard, quand j'avais la vingtaine, qu'en fait, c'était un art dans une civilisation qui avait un nom et très spécifique. Et depuis qu'elle était petite, elle reproduisait ça. Et en fait, nous, on vient d'une famille suisse-allemande, on a grandi dans une famille suisse-allemande en Suisse, et ça n'avait rien à voir avec ça. Et là, ça m'a questionnée sur les mémoires qu'on peut porter.
Et c'était très intéressant. Donc l'avantage du langage symbolique, c'est que lui, il va nous permettre en fait de se connecter à quelque chose qui est plus vaste que soi, de plus important, de plus grand. Et c'est une source en fait de culture personnelle et transpersonnelle qui est immense et qui nécessite que en fait, ma motivation interne puisse être approfondie et pleinement exploitée dans l'inconscient collectif et aussi dans la mise au service du monde. Ensuite, on peut parler du langage virtuel. Et il est important aussi parce que quand on regarde les jeunes aujourd'hui, les jeunes avec lesquels je travaille, vos enfants, les jeunes dans la société, ils vivent dans un monde visuel, d'ordinateur, de manga, livresque, télévisuel, informatique, cinématographique, YouTubique, TikTokique, tout ce que vous voulez, qui sont parfois si proches de la réalité, mais de manière plus intense que la réalité, avec des sons plus forts, des images qui flashent plus, qui induisent des chocs et certaines constructions psychiques particulières. Alors je ne vais pas me lancer dans ce sujet-là parce que c'est un très très grand sujet. Et ce langage virtuel, il permet de faire des liens entre le fantasme, le rêve, la réalité, mais il inculque aussi beaucoup de fausses croyances et de fausses réalités. Du style, oui, on a vu la tour Eiffel qui a brûlé, alors c'est vrai. Voilà, et la télévision, elle en a parlé, alors c'est vrai. Et en fait, j'ai plus de capacité de réflexion subjective par moi-même. Et ce langage-là, il va cibler des publics différents et il va générer en fait une nouvelle forme de culture qui est très particulière et qui génère des constructions psychiques particulières et des déconnexions de soi-même qui sont assez effarantes en fait. Voilà, mais c'est un grand sujet. L'avantage, c'est que ce langage, il propose beaucoup d'infos en très peu de temps. Il nous incite aussi à observer pourquoi on est attiré, pourquoi on est dégoûté pour certains mots, certaines images. Et il nous met en contact avec tout un tas de cultures différentes, de symboliques différentes et à des niveaux planétaires aussi. Je pense au cinquième élément, au film, quand Lilou, elle regarde l'ordinateur avec toutes les infos, toute la planète et elle enregistre tout. C'est un peu ça, les jeunes, ils sont un peu en bourrage de crâne permanent et rapide aujourd'hui avec tout ce flow en fait de stimuli. Et ce langage, il nous aide aussi à créer des liens avec des personnes, oui, même si c'est des liens virtuels. Mais dans les inconvénients, c'est que je ne peux pas sentir réellement ces liens. Il me fait confondre en fait l'éther, le virtuel et la réalité. Et ça me plonge dans une illusion du lien monumental. Et ça, surtout les jeunes qui se construisent à ça pendant des années. Quand ils arrivent à 20, 25, 30, 35, 40 ans, comment sentir la connexion quand je suis restée là-dedans pendant des années, au niveau du corps, au niveau de la tête? C'est une grande rééducation qui prend du temps après. Et ouais, voilà. Pour s'entraîner à ce langage, de toute façon, en tant qu'humains, souvent on est stimulé de toutes parts aujourd'hui, par toutes les composantes de ce langage. Donc c'est un peu difficile de pas être au contact de ça et de pas améliorer sa maîtrise, même à notre insu. Même ma maman qui est pas très réseau, elle est obligée de s'y mettre à sa manière et voilà, parce que on est en fait tenu informé en permanence, que ce soit par les pubs, parce qu'on entend partout où on passe aujourd'hui, on entend toujours une nouvelle musique du moment, enfin, vous voyez l'idée. Voilà. À travers la télévision, la radio, internet, les journaux, le cinéma, les portables, surtout les portables qui bipent dans tous les sens. Ce qui est intéressant après, c'est le langage corporel. Et on peut parler de sémiologie, on peut parler de présence au corps. Donc qu'est-ce que mon corps il traduit en fait dans le monde? Qu'est-ce que moi j'envoie au monde que le monde me reflète? Et qu'est-ce que le monde me reflète qui génère quelque chose en moi? Et le langage corporel, c'est la manière dont mon corps va exprimer mes conflits et mes sources de bonheur. Les positions de la tête, des épaules, du thorax, du bassin, des jambes, la façon de parler, la démarche, les symptômes physiques, les rythmes du corps. Est-ce que je suis quelqu'un de plutôt très lent? Est-ce que je suis quelqu'un de plutôt rapide? Est-ce que je suis quelqu'un de plutôt tendu en permanence dans mes muscles ou plutôt léthargique?
Tout ça, ça traduit quelque chose de mon histoire et ça indique une manière de gérer mes conflits et mes ressources. Ça met en lumière des zones de pression ou de détente et ça m'invite à imaginer comment est-ce qu'ils sont mes organes sous-jacents. Par exemple, mes poumons, est-ce qu'ils sont tout le temps compressés parce que je serre, parce que je croise les bras, ou est-ce qu'ils sont plutôt à pouvoir nourrir toutes mes cellules d'oxygène en permanence? Est-ce que mon dos voûté en permanence, il indique que j'ai trop de charge sur les épaules dans cette vie, ou une dévalorisation, ou un manque d'espoir, d'espoir ou d'espace? Et dans les travaux d'Alexander Lowen, qu'il a observé des corps pendant des années, et c'est assez incroyable comment un corps peut se développer aussi en fonction de ce qui vit, ok? Et la bioénergie, elle parle beaucoup de ça, et ouais, c'est vraiment des approches qui s'intéressent au travail de la posturologie, des chaînes musculaires, des fascias, de certaines techniques ostéo-articulaires, de l'énergie énergétique chinoise. Et ça met en lumière toutes les cuirasses que le corps il a construit pour se défendre et s'adapter au stress affectif, relationnel ou sociaux. Et en fait, une cuirasse, c'est comme une enveloppe qui est dure, qui insensibilise notre corps. Ça, c'est l'expression d'un blocage ou d'une émotion, de certaines sensations, en fonction du type de conflit auquel j'ai été confrontée ou reliée à un certain âge de ma vie. Et voilà, par exemple, j'ai vécu ça à 9 mois dans ma vie, jusqu'à 2 ans, et ça a cristallisé des choses. Et encore aujourd'hui, en tant qu'adulte, les muscles de certaines zones de mon corps vont se contracter et se durcir au contact du lien. Et voilà. Et c'est cette chose, en fait, qui se déclenche encore plus au contact de notre partenaire de vie. Et par exemple, une cuirasse dite pelvienne bloque un libre mouvement du bassin et de tous les organes génitaux, et du coup, ça bloque toute la vitalité du corps. Une cuirasse qui est abdominale, souvent en bioénergie, elle est reliée au besoin de contrôler, de retenir et aux sensations de vide, en fait. Souvent, c'est des personnes qui vont aussi beaucoup consommer plein de bonbons, du chocolat, de l'alcool, des cigarettes, de la drogue, du sucre. Mais voilà, ça, je pourrais vous parler des différentes cuirasses aussi, si vous le souhaitez, si ça vous intéresse. Ouais. Donc on a beaucoup de cuirasses à différents endroits du corps et quand on travaille avec ça, on apprend à observer les personnes et à essayer de les aider dans la libération de ces cuirasses. Et on n'est pas obligé de passer par des thérapies pendant des années. On peut aussi aller danser régulièrement, pratiquer de la biodanza, pratiquer de l'ecstatic dance régulièrement pour que les cuirasses se libèrent aussi par elles-mêmes. C'est voilà. Par exemple, mon ou ma partenaire, dès que j'ai un élan de tendresse et que j'ai envie d'aller lui faire un baiser sur la joue, lui faire une caresse qui repousse directement avec la main de manière raide, si la personne continue ce geste, c'est de lui demander qu'est-ce que tu sens que tu repousses quand tu fais ça, et qu'est-ce que tu sens que tu t'empêches de recevoir. Donc tout ça, c'est porteur d'informations en permanence. Ce langage, il est en permanence dans nos vies. Et vous imaginez le nombre de gestes qu'on fait par jour, le nombre de muscles qu'on crispe par jour. Ce langage, il nous invite en fait à la prise de conscience de soi dans la dynamique corporelle. Mon mouvement, ma voix, ma posture, ma respiration, il implique vraiment cette présence au corps comme une interface entre un soi psychique et un soi biologique corporel. Il donne des infos pertinentes au sujet de toute ma construction psychique perso et d'augmenter en fait tous mes ressentis, de reconnecter à ça. Et la sexualité, elle est particulièrement concernée, mais toute la sphère affective. Et le lien affectif, il est plutôt relié à la zone du cœur et au bras, du plexus, mais aussi de tout le bassin. D'accord ? Donc, ouais. Ce langage, il a besoin, en fait, il nécessite une certaine culture pour éviter les stéréotypes. Mais c'est-à-dire que quand j'observe ça, c'est des années de pratique. Et même moi, je me plante. Parfois, je fais très attention aussi à ce que j'observe.
Parce que une personne très contrôlante, elle peut aussi montrer ce qu'elle veut bien montrer au niveau de son corps. Il y a des personnes qui sont très 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 connectées à leur corps et qui en font ce qu'elles veulent pour les joueurs de poker par exemple. Et il y a des personnes qui sont très douées pour contrôler au niveau mental, mais d'autres au niveau du corps et d'autres au niveau des deux. Donc c'est-à-dire que quand je travaille avec ça et que j'observe sur les autres, je ne me base pas sur des présupposés de compréhension que je n'ai pas forcément vérifiés. Pour vous entraîner, vous, à ce langage-là, toute pratique corporelle peut vous aider à mieux saisir ce langage. Du qigong, de la danse, du yoga, de l'ecstatic dance, de la biodanza, de la fasciathérapie. Observer, s'observer soi, pratiquer, c'est le meilleur des apprentissages. Ensuite, on a le langage sémantique qui est aussi appelé la langue des oiseaux. Et il utilise les mots dans le sens littéral, mais aussi les mots dans les mots. C'est-à-dire que notre cerveau, en grandissant, il enregistre tous les mots, leur double sens, leur ressemblance. Et c'est par exemple, quel est votre métier ? Ma sœur. Que vient-elle faire ici ? J'ai toujours rêvé d'en avoir une. De sœur ? Non, de masseuse. Vous voyez l'idée ? Notre cerveau, il fait des micmacs parfois. Et même dans nos expressions de langage, je suis à fleur de peau. Qu'est-ce que ça signifie ? Que j'ai une agression de contact ou que cette personne, ça me rend épidermique si j'imagine qu'elle me touche ? Quand je dis ça me tombe dessus, est-ce que c'est sur ma colonne vertébrale, sur mes épaules, un choc nerveux ? Souvent, le mot représente l'expression de mon état interne ou de mes organes internes et c'est une espèce de lapsus biologique. Donc là, dans ce langage-là, il y a les lapsus, il y a les contresens, les erreurs de noms, de mots, les mélanges de mots, l'inversion de syllabes, les difficultés d'orthographe ou de difficultés de maîtrise des langues étrangères. Et c'est vraiment un langage qui se définit par une origine étymologique ou approximative. Et par exemple, le mot amuser, ça peut donner âme, user. On a les arrangements qui sont proches des consonnes et des voyelles. Par exemple, le Coran donne le courant, l'écœurant. Voilà, le cerveau, il fait ces associations. Et puis, on a la séparation des mots, l'inversion des syllabes, la proche ressemblance des mots parfois. Nature, mature. Et danse, rance. Vous voyez ce que je veux dire ? Le G, le G. Guérison, j'ai raison. Les jeux d'esprit, c'est aisé et c'est vraiment, il y a des décryptages des mots sous-jacents qui sont en fait porteurs de nouvelles informations. L'avantage de ce langage-là, c'est que je peux enrichir mon écoute relationnelle et je peux pas être dupe des contresens, des lapsus, des expressions et de l'inconscient qui y a là autour. Je sais qu'il existe et je peux en être avertie en fait. Et je peux voir aussi ce que l'autre aurait voulu dire, aurait souhaité dire, n'a pas osé dire ou ne pas dire. Et les autres en face de vous vont pas toujours avoir la parole claire des 4 accords Toltec, malheureusement. Ils vont user de cynisme, de jeux de mots pour cacher ce qu'ils veulent dire réellement. Donc en fait, ce langage-là, quand on l'apprend, il nous invite à découvrir d'autres sens à un texte, une expression, une blague, et de pouvoir tisser du lien social quand il est difficile, parce que moi, je suis une personne, par exemple, qui a la parole claire. Mais les inconvénients de ce langage-là, c'est que les mots, ça ouvre à d'autres secteurs de l'inconscient et qu'une approche intellectuelle, elle est pas suffisante pour régler nos conflits intérieurs. L'approche mentale, elle n'est pas suffisante. Et une carte de l'Espagne, décortiquer le trajet, ça dispense pas de l'expérience du voyage. C'est pareil pour l'inconscient. Donc pour entraîner ce langage, on peut écouter encore, répéter les mots, les expressions et explorer en soi en fait les effets de leur sonorité et les effets de quand ça se produit en face dans la relation, qu'est-ce que ça génère chez moi. Ensuite, on a un langage qui est le langage numérique qui fait entrer dans la compréhension des chiffres. Et la réalité numérique chez certaines personnes, elle est très présente dans l'inconscient. Et elle s'y inscrit de façon très précise. Les personnes qui... parce que c'est rassurant en fait de remplir dans des cases, de calculer,
d'avoir des résultats fixes. Moi, je suis une personne qui n'a pas du tout ce langage-là. C'est très compliqué pour moi, tout ce qui est logique, mathématique. Donc, vous avez bien compris que j'en ai d'autres, à voir lesquels. Mais même tout dans l'univers et numérologie et nos dates de naissance, ça fait écho à des dates similaires dans des générations passées de notre famille, par exemple, souvent. Et ce qu'on porte en constellation familiale, c'est assez hallucinant. Par exemple, un décès dans la famille qui tombe le même jour qu'une naissance, ou l'inverse, et qu'il y a des fois des programmes conflictuels au niveau transgénérationnel. Moi, j'ai vu des choses incroyables dans l'histoire des personnes. Et ça, il y a des travaux de Marc Fréchet sur les cycles cellulaires mémorisés qui plongent dans le langage numérique. Et ça, il y a plein de langages autour du langage numérique, dont, je pense, la numérologie, les mois de grossesse qui arrivent, la fratrie, la moitié, le cycle d'autonomie. Et ouais, on pourrait en parler pendant les heures. Ce langage, il nous permet de comprendre qu'il y a certaines situations de vie qui arrivent dans un certain ordre et qui répondent à une logique spécifique. Et à travers en fait ces cycles cellulaires mémorisés, et ça donne un sens à mon passé en lien avec le présent. Et quant au futur, il va démontrer si j'ai résolu le conflit ou pas. Donc ce langage-là, il permet d'accéder à des renseignements de premier ordre avec une logique étonnante et magnifique. Et ça met en avant la richesse de la cohérence du langage biologique. Et là, le hasard, il n'existe pas. Il y a cette logique des chiffres qui démontrent dans des situations des choses, des résultats. Et on peut accéder à l'arbre générationnel, transgénérationnel comme ça, et c'est une source d'infos. J'ai un blanc, je me souviens plus quelle technique travaille avec ça, qui est super. Ça me reviendra, je me souviens plus. Peut-être que vous pouvez me le dire en commentaire si vous voyez de laquelle je parle. Ouais. Et l'inconvénient de ce langage, c'est que les calculs, ils fonctionnent pas toujours et que c'est important de relativiser et qu'il n'y a pas que ça, en fait. Que la logique humaine n'est pas logique. Et que mon moment de prise d'autonomie et de responsabilité dans ma vie, parfois je l'ai plus, parfois il est définitif dans certains domaines. Et c'est pas toujours facile et possible d'utiliser cette grille-là de calcul. Par contre, pour vous entraîner à ce langage, vous pouvez vous entraîner à chercher les dates de décès, de naissance, de conception, toutes ces questions en fait dans l'arbre transgénérationnel qui permettent de déterminer les liens inconscients avec les ancêtres. Quand on étudie l'histoire de sa vie et des cycles cellulaires mémorisés, c'est assez intéressant ce qui ressort. Et on peut regarder ce qu'on a déjà coupé, qu'on veut plus porter de la constellation d'avant ou pas. Et ouais. C'est très intéressant. Dans les destins pas réalisés, les avortements, les mariages avortés, enfin, toutes ces questions. Et ce qui est reproduit, en fait, ce que je m'interdis de vivre dans l'amour parce que ma mère a vécu ça, mon père a vécu ça, parce que je ne m'autorise pas à être tel homme, parce que mon père a été ça. C'est très intéressant. Le dernier langage, c'est le langage transgénérationnel, qui correspond à notre ressenti biologique à l'intérieur de la propre famille, de sa famille propre biologique. Quand on est, par exemple, chez ses parents ou dans une fête familiale, on vit souvent, on va revivre des comportements automatiques. Et on se remet dans la même case qu'il y a 10 ans, 20 ans, alors qu'on n'est plus du tout ça dans notre vie aujourd'hui. Vous avez déjà observé ça ? Par exemple, quand votre voix, elle change quand vous parlez à votre père ou votre mère et que vous vous remettez dans le même rôle. Est-ce que là, vous êtes dans le rôle du nourrisson, de l'enfant, de l'adulte, du parent, du grand-parent ? Et ce langage-là, c'est une opportunité, mais mémorable, pour que vous alliez vérifier ce qui a réellement changé dans votre position familiale. Donc lui, il permet de mieux me donner ma position aujourd'hui dans ma vie et dans la hiérarchie familiale ou transgénérationnelle. Comment les personnes de ma famille, elles ont résolu les problèmes similaires à ceux que je rencontre aujourd'hui. Quel genre de métier, de comportement, de couple mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres ont eu. Et connaître ça, c'est aussi se libérer. C'est aussi connaître le fonctionnement de sa biologie et de s'en libérer.
de s'en extraire pour pouvoir vivre la vie qu'on choisit aujourd'hui dans toutes les dimensions de l'être. Et du coup, l'inconvénient, c'est qu'on peut se sentir limité par les loyautés familiales. Que des fois, quand je veux aller faire une libération thérapeutique, elle devient conflictuelle dans l'inconscient familial. Et comme je souhaite rester au contact de cette famille, ou fuir cette famille parce que je ne veux plus rester à son contact, justement parce que c'est trop douloureux, il y a des conflits de loyauté. Ouais, voilà. Dans les conflits inconscients, on peut avoir, par exemple, moi je suis un homme qui a envie d'être satisfait de ma sexualité, de m'ancrer au niveau de mes polarités, yin et yang, et de pouvoir offrir une sexualité magnifique. Mais si je deviens ça, je vais m'opposer à toute une lignée masculine, dont mon père, ou peut-être mes frères, ou peut-être l'entretien des femmes de ma famille de ça, d'hommes ayant une sexualité irrespectueuse et peut-être pas OK. Et voilà. Donc, quand vous voulez vous entraîner à ce langage, prenez conscience des mémoires du clan qui sont présentes en vous, de la famille. Vous pouvez aussi vous informer auprès des membres encore vivants de votre famille ou aller faire de la constellation familiale pour couper des choses, ou même la méthode Imago, elle fonctionne très bien pour ça. Vous pouvez observer vos réactions quand il y a des regroupements familiaux et quand il y a des personnes que vous choisissez qui ont des attirances, des ressemblances, des conflits, des ruptures. Vous vivez tout ça dans vos vies, une rupture, une attirance, une attraction. Ça donne des infos sur moi à ce niveau-là aussi. Einstein, il a dit « Le hasard est le moyen que prend Dieu pour voyager incognito ». Donc quand en fait on comprend ces 9 langages, ils sont un peu complexes, ça nous fait entrer dans le royaume de la synchronicité, dont Carl Jung a parlé en fait. S'il y a un événement qui se produit de façon soudaine en dehors d'une logique apparente de temps ou d'espace, il est porteur d'un sens précis qui appartient qu'à vous ou à un groupe relié par une même réalité, d'accord ? Un groupe de travail, un clan familial. Et chacun de ces langages est porteur un infini nombre de synchronicités. Et on peut donner un sens, en fait, à la lumière de l'histoire de sa vie. Et ça nous permet de déprogrammer des douleurs chroniques, des peurs, des émotions excessives. De répéter ça, en fait, ça nous évite de répéter accidentellement ça dans le futur. Donc, c'est pas une vague explication métaphysique qui veut satisfaire une réponse mentale. Non, c'est juste une recherche intérieure qui engendre une nouvelle compréhension de soi, de son histoire personnelle et éventuellement transgénérationnelle. Et il y a plein de courants de psychologie, de Freud, Jung, Reich, Erikson, de neuro, avec Damasio, Changeux, etc., qui ont permis de donner des sens à l'inconscient, différents sens à l'inconscient. Il y a Caicedo aussi dans la sophrologie caïcédienne. Et à la lumière de toutes ces infos-là, l'exploration de son propre inconscient permet d'obtenir des infos sur soi, son cerveau, son corps, sa vie, son enfance, sa famille, de déverrouiller des cuirasses et des conflits physiques, des comportements, découvrir des nouvelles ressources en soi et puis d'être en lien, tant au niveau personnel que transpersonnel. Et moi, je vous accompagne, j'ai une technique entre l'imago et la thérapie narrative et le corps, en fait. J'ai une technique pour aller débloquer ça et faire le récit de soi dans toutes les dimensions qui est très chouette. Si vous avez un blocage et que vous voulez faire une séance là autour, n'hésitez pas à me contacter, on peut la faire en ligne. Il vous suffit d'avoir un canapé, un lit, un fauteuil à la maison pour être confortable. Voilà, j'espère que ces 9 langages vous ont éclairé ou intéressé. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute et à tout bientôt.